Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A sur les options et scénarios de déploiement de Power BI. Merci de votre participation en très grand nombre ce matin. Chez Faction A, nous sommes toujours ravis de constater que nos formules de webinaire sont grandement appréciées. Merci beaucoup d'être là ce matin. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur de ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements. On tient régulièrement des événements comme aujourd'hui. Donc, on a un prochain webinaire le 7 octobre prochain sur comment créer des applications Power Apps pour complémenter votre plateforme analytique. On a d'autres webinaires qui sont en préparation et je vous invite à consulter en fait notre page de notre site web sur la diffusion ou sur la présentation de nos prochains événements. Et l'autre élément aussi qui est d'actualité, en fait, qui est intéressant sur notre page Faction A, Entrepôt, c'est la diffusion ou le webcast de l'ensemble de nos webinaires passés. Donc, vous pouvez accéder à tous ces webcasts-là. Donc, sur les dernières années, avec l'ensemble des webinaires que nous avons faits, qui sont toujours disponibles pour votre écoute à votre convenance. Donc, si vous voulez aussi connaître nos prochains événements, vous pouvez toujours également vous abonner à notre page LinkedIn. On fait plusieurs événements. On fait aussi des événements en privé pour certains clients qui nous demandent de faire soit des dashboards inodés ou faire des analytics inodés sur Synapse notamment. Donc, n'hésitez pas à consulter notre page Entrepôt ou à vous abonner à notre page LinkedIn. J'aimerais indiquer aussi que ce webinaire est enregistré et qu'il sera donc accessible à partir de demain si vous désirez le partager avec vos collègues. Vous aurez également accès à la copie de cette présentation-là aujourd'hui, dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. Donc, j'aimerais vous rappeler aussi que ce webinaire est interactif et qu'il est possible de poser des questions par clavardage, donc en utilisant la fenêtre de votre session prévue à cet effet. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir soit de répondre dans le courant de la session ou à la période de questions que nous avons prévue à la fin de ce webinaire. J'aimerais juste vous présenter qui est Faction A. En fait, Faction A est une firme de services professionnels. En fait, on se définit comme une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques modernes. Donc, nous sommes spécialisés dans la planification, l'architecture de l'infonuagique Azure de Microsoft, la modélisation de données, le développement de composants d'ingestion de données, dans le développement et le design et la construction de tableaux de bord Power BI. Donc, nous sommes spécialisés sur la plateforme analytique de Microsoft et nous effectuons aussi beaucoup de migrations vers les technologies Microsoft et l'infonuagique Azure. Nous offrons aussi également des services pour le développement d'applications en Power Apps avec la Power Platform. Donc, tout ce que nous développons, nous offrons aussi le support et la gestion des solutions là, que nous développons, des applications que nous développons. Nous détenons la distinction Gold Data Analytics Partner de Microsoft. On est reconnu partenaire officiel depuis 2016, donc avec Microsoft. On possède l'expertise complète, on est très apprécié de notre savoir-faire et grandement apprécié par la qualité de nos services et nos modèles d'engagement flexibles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Objectif du webinaire, donc, juste camper aussi la thématique d'aujourd'hui. On constate très bien qu'avec la démocratisation et l'exploitation de multiples données disponibles,
avec la création de multiples rapports et tableaux de bord par les différents départements, les entreprises se posent beaucoup de questions sur ce qu'on appelle le déploiement des rapports, des tableaux de bord, des applications. Donc, ce qu'on va clarifier ou tenter de clarifier grâce à l'objectif d'aujourd'hui, vous apprendrez en fait des scénarios de déploiement de Power BI, de la création de tableaux de bord jusqu'à la publication à grande échelle. Vous apprendrez aussi les principales composantes de la suite Power BI, les options de liaison de données, que ce soit on-premise ou dans l'info nuagique. Vous verrez aussi les différences clés entre les types de licences de Power BI et vous aurez un exposé de comment choisir avec les différentes considérations, donc de choisir le bon scénario pour le travail collaboratif à distance, excusez-moi. OK. Donc, pour notre webinaire aujourd'hui, on a fait appel à notre collègue Kamel Wenish. Bonjour Kamel. Bonjour tout le monde. Donc, Kamel est dans le domaine du DTI depuis une vingtaine d'années. Il est spécialisé dans le BI depuis plus que 3 ans maintenant, puis il est conseiller en solutions analytiques chez Faction A. Il est spécialisé sur la Power Platform, dont Power BI fait partie, et Kamel est Microsoft Certified Solutions Associate en BI Reporting. Donc, Kamel va faire la présentation aujourd'hui des différents contenus. Je vais vous présenter en fait l'agenda qui s'en vient. Fait que l'agenda. Donc, regardons d'un peu plus près l'agenda que vous est proposé. Je vais commencer par une mise en contexte là, sur la thématique du déploiement. Et Kamel couvrira les composants fondamentaux de Power BI, les modes de stockage et les considérations à tenir en compte pour les différents choix qui sont à faire. Et il verra, il passera à travers non pas les 12 travaux d'Astérix, mais les 12 scénarios de déploiement Power BI. Il y en a une douzaine et c'est les principaux qui vont être revus. Et je reviendrai avec le sommaire des types de licences de Power BI et la conclusion, le mot de la fin. On pourra aussi prendre vos questions, donc n'hésitez jamais à poser vos questions. On aura la période de questions à la fin pour répondre aux différentes interrogations que vous pouvez avoir pendant la présentation. On finira par un petit court sondage express pour un peu plus comprendre vos commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui. Je vais juste passer à la prochaine, mais aussi je vais fermer ma caméra. OK. Donc, juste pour, j'aimerais commencer en fait pour camper la thématique d'aujourd'hui et mettre en relief en fait la nécessité de bien comprendre les aspects de déploiement de Power BI. D'une aire beaucoup plus macroscopique, on voit très bien qu'en premier lieu, le positionnement de Power BI et la couverture de Power BI dans le monde, c'est quand même assez phénoménal. C'est disponible dans 43 langues. Les données qui sont rendues disponibles ou utilisables dans le service, c'est assuré par une quarantaine, maintenant ou près d'une quarantaine de centres de données à travers le monde. Et Power BI est conforme à de nombreuses certifications, attestations de conformité, autant internationales que régionales, et respecte les politiques de localisation de données et de sécurité et se démarque là, totalement sur ces points. Donc, l'utilisation de Power BI est répandue à travers plusieurs organisations partout dans le monde parce que les organisations veulent davantage valoriser leurs données et que Power BI est facile d'utilisation et s'utilise par toutes les sphères aussi d'une organisation. Et quand on regarde au niveau positionnement de la plateforme d'analytique et d'informatique décisionnelle de Microsoft, on voit très bien la position dominante de Microsoft à ce sujet. Et on peut comprendre pourquoi, parce que bon, il y a l'écosystème complet, on a Power BI, mais on a aussi tout le stockage avec l'info nuagique Azure. On a tous les outils aussi également d'ingestion de données, de préparation de données. On a
le machine learning. Donc, on est aussi dans une ère numérique où l'analyse des données est encore beaucoup plus présente que jamais, encore beaucoup plus démocratisée. Donc, ça vient expliquer pourquoi que Power BI connaît un tel succès. On est à sa 5e année aujourd'hui, cette année. Donc, ça fait 5 ans et il y a eu une pénétration flagrante partout dans le monde. Donc, je vous parle de ça principalement parce qu'avec l'utilisation qu'on voit toujours de Power BI en tant que technologie de partage et de contenu d'information, il devient crucial pour toute organisation de bien comprendre et surtout de bien orchestrer leur déploiement de Power BI. Et les entreprises se posent beaucoup et en fait plein de questions sur ce qu'on appelle le déploiement des rapports et tableaux de bord Power BI et aussi des applications Power BI. Donc, on en reçoit, nous, on est dans le marché et on reçoit plein de questions de clients ou de clients potentiels qui sont typiquement reliés au déploiement, comme par exemple, qu'est-ce qui arrive au-delà de la création d'un rapport Power BI et du fichier PBX, le fichier PBX étant le fichier créé par Power BI Desktop. Donc, qu'est-ce qui arrive quand j'envoie le fichier PBX à mes collègues, par exemple? Il y a toujours des questions là-dessus sur l'aspect de sécurité, mais aussi l'aspect de où résident les données. Lorsque le rapport est publié, par exemple, dans le service Power BI, et les gens se demandent comment on se connecte à plusieurs sources de données. Ils se demandent comment on intègre les données de sources locales, celles provenant de l'info nuagique, comment on peut rafraîchir les données des différentes sources. Et des fois aussi, les organisations ayant des activités à travers le monde nous demandent en mode multigéographie, puis en considérant des restrictions selon les pays au niveau des données. Donc, comment qu'on fait pour déployer Power BI dans ce contexte-là? Au niveau du partage, on a plein de questions souvent au niveau du partage avec ses collègues, mais avec aussi à l'externe, donc avec des partenaires, soit des fournisseurs, des clients. Donc, quelles sont les licences requises? Comment on fait ça? Donc, comment qu'on partage aussi des datasets? Il y a beaucoup de questions qu'on soit. Donc, est-il préférable de considérer de déployer une app ou donc un tableau de bord, ou comment qu'on fait pour collaborer en équipe à l'élaboration de rapports tableau de bord? Je pourrais vous en nommer plein de questions comme ça, même au niveau du cycle de développement. Est-ce qu'on utilise Azure DevOps? Comment on gère les améliorations qui sont faites au rapport? Comment qu'on publie, si on est un petit groupe, comment qu'on publie dans Power BI Mobile. Donc, comment on fait pour adresser tous les aspects de sécurité. La liste est longue de toutes les questions qu'on reçoit, puis c'est normal parce qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de choix à faire. Donc, quand vient le temps, que ce soit pour des déploiements de rapports Power BI ou des apps créées par les différents départements ou ceux carrément au niveau corporatif ou au niveau de l'entreprise, que ce soit pour une consommation interne, externe, les organisations se demandent comment encadrer la gouvernance d'une part, mais surtout comment encadrer le déploiement des rapports et tableaux de bord sans nuire à l'innovation et à l'agilité. Donc, aujourd'hui, c'est ce que Kamel va nous relever, donc au niveau des options et scénarios de déploiement. Juste avant de passer la parole à Kamel, j'aimerais vous envoyer un petit sondage pour comprendre un peu plus où ce que vous en êtes avec le déploiement dans votre organisation. Donc, à quelle étape êtes-vous rendu avec le déploiement de Power BI? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à une des 4 réponses suggérées. Et pour répondre aussi, c'est important de le savoir, mais vous ne devez pas être en mode plein écran. Donc, vous devez avoir votre session GoToWebinar en format plus réduit, donc pas en plein écran. Donc, si vous pouvez prendre juste quelques secondes, puis à ce moment-là, je pourrais pas répondre, mais vous montrer en fait les réponses que les participants et participantes ont choisi comme réponse et ça vous donnera comme une aperçu, une appréciation par rapport au groupe
Puis ça nous permet aussi d'un peu plus comprendre, puis on est en mode virtuel. J'aurais pu dire à main levée, mais à main levée virtuelle, là, si vous pouvez juste prendre quelques secondes, à ce moment-ci, je vais comme fermer le sondage et puis à ce moment-là, je vais partager les résultats et vous voyez les résultats donc en direct. Donc, on a, si je vais avec le plus grand pourcentage, donc 59% des gens ont répondu, qui commencent à utiliser Power BI. 18%, on a déployé à l'échelle de l'entreprise et tout va bien. 13%, on a déjà déployé et on a des problèmes. Parfait. On est là pour ça aussi. Hein? Donc, et le 10%, nous n'utilisons pas encore Power BI. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Sur ça, je vais fermer le sondage et je vais passer la parole et le contrôle à Kamel qui pourra poursuivre avec le contenu. Donc, Kamel, tu devrais être en mesure de maintenant présenter ton écran pour qu'on puisse le voir. OK, on voit l'écran. Tu peux la mettre en plein écran. OK, basculer, parfait. Pardon un petit peu. OK, on t'entend bien aussi. Merci beaucoup. Merci André pour cette introduction. Tout au long de cet exposé, nous allons essayer de répondre à ces questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour répondre à vos questions. Avant de passer aux différents scénarios de déploiement et aux différents cas de modes de stockage de données, j'aimerais bien présenter les composants fondamentaux utilisés dans le système Power BI, notamment les fichiers PBX, les datasets et les dataflows. Donc, on va commencer par les fichiers PBX. Comme dans toutes les applications Office, il y a Excel qui génère les fichiers XLSX, Word qui génère les fichiers DocX. L'application Windows Power BI Desktop génère les fichiers PBX. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? En fait, ce fichier est un package qui contient des noms, des définitions, des metadata et dans certains cas, des données importées des fichiers qui sont intégrés au fichier PBX et cryptés pour la sécurité. Vous allez avoir un lien ici qui parle du contenu du fichier PBX qui est en fait un zip. Cet article-là décortique le contenu du fichier PBX. Passons au jeu de données ou encore les datasets ou encore on appelle modèle de données ou modèle pour dire la même chose. Dès que vous publiez votre PBX sur le service powerbi.com, ça donne un dataset qui est la source pour la génération des rapports, pour créer des visuels, pour bâtir des rapports sur ce dataset. Ce dataset peut être utilisé personnellement ou peut être partagé par d'autres utilisateurs. Les autres utilisateurs, s'ils n'ouvrent pas Power BI Desktop, ils peuvent trouver les datasets partagés avec des badges. À travers le schéma du slide suivant, je vais vous montrer comment ça se passe l'opération d'approbation. Le créateur du dataset utilise Power BI Desktop pour créer le modèle. Ensuite, il va publier sur un workspace. Là, lui ou l'admin du workspace, ils vont régler les permissions de sécurité pour les autres utilisateurs. Ensuite, il va demander à une personne experte dans la matière de donner un badge. Est-ce que c'est un dataset promu ou certifié? Dès qu'il recevra le badge, il va être partagé. Les auteurs de rapport peuvent se connecter en live connection. On va voir ce mode-là après. Peuvent se connecter à ce dataset. Ils ont la possibilité de bâtir leur rapport et de partager ou de publier leur rapport sur le workspace.
Pour les avantages et les inconvénients des datasets partagés, comme toute solution centralisée, il y a des avantages, notamment moins de maintenance, moins de redondance, plus de cohérence. Par contre, il y a moins de flexibilité, il y a des possibilités de goulot d'étranglement, c'est les solutions centralisées. Les data flows. Les data flows, c'est la centralisation ou l'unification des transformations et des modifications des données. Au lieu que toutes les personnes, chacun fait ses transformations à part, il y aura une équipe ou une personne qui va faire les transformations pour tout le monde et là, il va présenter les requêtes à tout le monde pour ça va être une source de données pour leur dataset. Les data flows sont créés sur le service powerbi.com à travers le Power Query Online. Cet outil-là permet de créer les data flows et les tables générées sont stockées dans Azure Data Lake Génération 2. Si les données, bien sûr, la source de données est locale, on aura besoin de passerelles pour maintenir les mises à jour et le rafraîchissement de données. Les requêtes résultats des data flows peuvent être réutilisées. Si on n'ouvre pas Power BI Desktop, on peut se connecter au data flow créé. Voilà comment ça se passe. Donc, le créateur de data flow utilise le Power Query Online. Il fait ses transformations, ses combinaisons de sources de données. Donc, les data flows sont là. Les personnes qui vont créer des datasets vont se connecter à ces data flows. Les données sont prêtes à être intégrées dans les datasets. Ça va être une source de données. Et à ce moment-là, ils peuvent publier leur dataset sur le workspace. Pour les modes de stockage de données, il y a 4 modes communs. Il y a un mode un peu particulier. Il y a l'importation des données, ça concerne notamment les fichiers. Pour les fichiers, on aura toujours la seule possibilité, c'est l'importation de données. Pour les bases données, comme montre cette figure, il y a le choix entre l'importation ou le mode Direct Query. Et pour le Live Connection, on va voir, c'est pour les cubes Analysis Services et pour les datasets. Le modèle composite, c'est la combinaison. On va voir ça dans les schémas suivants. Donc, vous voyez là, avec les bases données, on a le choix, mais la question, comment choisir, quels sont les critères de choix, on va répondre à ça avec des questions après. Donc, pour l'importation, oui. Peut-être juste avant, parce que quelqu'un qui a posé une question sur les data flows et les datasets, en fait, Mathieu demande quelle est la différence encore entre le data flow et le dataset. Je ne sais pas si tu peux la prendre en même temps sans trop. Oui, un dataset, c'est une source, une dataset, c'est le modèle de données sur lequel on va bâtir les rapports. C'est le modèle de données, le dataset qui va être présent sur le service Power BI. Par contre, un data flow, c'est l'étape avant les datasets, c'est la préparation des données en ligne. Ça va alimenter les datasets. On bâtit pas des rapports sur un data flow, mais on bâtit sur un dataset. C'est une source pour les datasets. Bon, voilà. Donc, ok. Donc, je reviens aux différents modes de stockage de données. Quand il s'agit de fichiers, quand on se connecte à des fichiers, il y a l'importation. C'est quoi l'importation? Il y a une copie du contenu du fichier qui va faire partie du fichier PBX et qui va être publié sur le web. Cette copie-là va être cryptée dans un souci de sécurité. L'importation aussi concerne aussi les tables des bases de données. Pour le mode Direct Query, ça concerne les bases de données, que ce soit Microsoft SQL Server, Oracle, IBM, Postgres.
Là, il n'y a pas de copie dans le fichier PBX, mais il y a une connexion avec la base de données source. Là, quand on construit notre modèle de données et on le publie, il y aura une connexion entre le dataset et la base de données source. Bien sûr, il faudra une passerelle si la base de données est sur des serveurs locaux. Si la base de données est sur Azure ou hébergée sur le web, on n'aura pas besoin de passerelle. Le mode Live Connection, c'est pour se connecter à des cubes prêts à l'emploi. C'est des cubes créés avec Analysis Services ou des datasets. Les datasets utilisent le même moteur que Analysis Services. C'est tout prêt à l'utilisation. C'est là qu'on peut bâtir des rapports directement sur des sources de connexion. Le Live Connect, c'est à peu près le Direct Query, sauf que le Direct Query, c'est pour les bases de données et le Live Connection, c'est pour les cubes prêts à l'emploi. Ceux qui construisent le rapport peuvent les publier, bien sûr, ensuite sur le service Power BI. Le modèle composite, si on a deux Direct Query, on peut combiner deux Direct Query ou on peut combiner un Direct Query avec importation. Donc là, on parle de modèle composite. C'est dans un souci d'optimisation pour accélérer le chargement des données, tout ça. On aura besoin des modèles composites pour combiner différentes sources de données. Dans cette image-là, nous avons par exemple ici des tables en mode Direct Query, donc les données restent sur la base de données. Et là, nous avons une table avec mode importation. Le contenu de cette table a été incorporé dans PBX. Par contre, le contenu de cette table-là reste dans la base de données et ça fait un seul modèle en mode composite. Comme j'ai dit, le streaming en temps réel, c'est l'utilisation des données en streaming. On va voir après dans ce cas en détail. Ça ressemble à l'importation, donc les données sont importées dans le jeu de données, mais temporairement à l'opposé de l'importation, les données restent toujours, alors qu'avec le streaming, les données restent temporairement dans les datasets. Il y a différentes variétés de jeux de données en streaming, notamment le streaming dataset, le push dataset, le hybrid dataset. C'est un cas particulier pour les données en temps réel. Alors, comment choisir un mode de stockage? Il y a différentes questions. Est-ce qu'on a un moteur Analysis Services en local ou sur le web? La quantité des données, si on a des tables volumineuses, il vaut mieux les laisser sur la base de données et faire un direct query. Si on a des tables qui contiennent pas beaucoup de lignes, il vaut mieux les importer. C'est plus rapide pour faire le rendering des rapports après. Est-ce qu'on a des données qu'il faut rafraîchir tout le temps? S'il faut rafraîchir tout le temps, on privilégie le direct query. S'il n'y a pas de données qui ne bougent pas tout le temps, on privilégie l'importation. La complexité des données, est-ce qu'il y a du calcul complexe? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs qui vont utiliser les rapports en même temps? Beaucoup d'accès peut ralentir nos rapports et impose des choix de mode de stockage. Les lois, si l'entreprise opère sur plusieurs pays, les lois changent d'un pays à un autre. La présence de techniques, de compétences à l'interne et bien sûr l'argent alloué à la solution. Donc maintenant on va... Kamel, oui, vas-y. On a une autre question, puis c'est comme sur le modèle composite. C'est Mialéa qui demande, est-ce que le modèle composite n'est toujours pas disponible pour le Live Connection sur AAS, n'est-ce pas? En fait, elle veut savoir si le modèle composite est disponible pour le Live Connection sur AAS. Je ne sais pas si on peut répondre à ça. Le modèle composite, c'est pour Direct Query et pour l'importation.
Avec Analysis Services, il n'y a pas de modèle composite. OK, merci. Les 12 cas d'utilisation, ou les scénarios de déploiement concernent l'utilisation personnelle, l'utilisation d'une équipe, Power BI Embedded et d'autres cas qu'on va détailler tout de suite après. Le premier cas, c'est l'utilisation personnelle. Il y a une seule personne qui a Power BI gratuit. Vous allez avoir après mon exposé avec André les différents types de licences. Avec Power BI gratuit, cette personne utilise Power BI Desktop, elle crée un dataset, des rapports, publie sur My Workspace, ou en français, mon espace de travail. Elle ne peut pas partager, c'est juste pour voir, pour faire des prototypages, une seule personne qui peut exploiter ça. Pour maintenir le rafraîchissement des données locales, cette personne aura besoin d'une passerelle, d'une data gateway personnelle. Elle n'aura pas besoin d'une passerelle entreprise. C'est un cas particulier là où la personne, une seule personne utilise Power BI. Maintenant, dans un cadre d'entreprise, s'il y a une petite équipe, la publication ne va pas se faire sur mon workspace, le fichier doit être publié sur Workspace. Le Workspace, c'est un espace partagé. Il y a deux types d'accès. Il y a des membres qui peuvent contribuer. Il y a les admins de cette Workspace et il y a des personnes qui ont la permission juste pour voir les rapports. Ici, on est dans un cas d'entreprise. Pour maintenir le rafraîchissement de données, on aura besoin d'une passerelle entreprise au standard mode au lieu de la passerelle personnelle. Si l'équipe s'élargit, on aura besoin d'un autre mode de partage qui sont les applications. Les applications, c'est le moyen le plus simple pour donner accès aux personnes qui ont la permission juste pour voir. Les personnes qui ont les permissions, les contributeurs peuvent aller toujours modifier sur le workspace. Par contre, ceux-là, ils ont ce qu'on appelle les applications. C'est un moyen plus simple pour eux pour visionner les rapports et les tableaux de bord. Dans un cadre plus large pour les entreprises de 500 personnes et plus, les très grandes entreprises, et généralement, ils font des souscriptions à Power BI Premium et ça leur donne une capacité premium. C'est un serveur dédié à l'entreprise avec plus de capacité de stockage, avec un calcul plus rapide. Les personnes auront accès à cette capacité. Les applications et les workspaces seront hébergés sur la capacité premium. Le premium donne aussi une licence pour Power BI Report Builder pour faire les rapports paginés et les utilisateurs accéderont à cet espace-là via Azure Active Directory. Nous avons vu les datasets centralisés ou partagés. Voilà le scénario complet. Là, il y a une personne ou une équipe qui va faire le modelage de données, qui va faire le dataset. Cette personne va publier le dataset sur le workspace. Uniquement, elle va se servir de Power BI Desktop juste pour faire le dataset. Elle ne va pas faire des rapports. Une fois le dataset est là, il est approuvé, il est certifié, il va être réutilisé en live connection, comme on a dit, par les report designers, par les concepteurs de rapports, et ces utilisateurs-là pourront publier sur le workspace et par la suite créer des applications pour les utilisateurs qui ont les permissions juste pour voir. Le prototypage, si une personne veut avoir l'idée d'un ou de quelques collègues
elle n'a pas besoin d'aller publier sur le workspace pour tout le monde. Elle pourra donner accès à une ou quelques personnes pour voir l'idée des collègues dans un but de collaboration. Elle n'aura pas besoin d'une grande diffusion à grande échelle. C'est ce cas le prototypage, le partage, ce qu'on appelle pair à pair. J'ai présenté essentiellement 3 cas de partage, mais lequel choisir si on veut partager? Cet arbre de décision va nous guider sur quels moyens utiliser pour le partage d'un contenu analytique. Tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que les personnes avec lesquelles je partage, est-ce qu'ils ont besoin de modifier? S'ils ont besoin de modifier, on utilise les workspaces avec des permissions de modification. Les administrateurs jouent là un rôle pour donner des accès à des personnes, à des membres ou des contributeurs. Si par contre, on aura besoin juste read-only, de voir le contenu, il y a les applications pour le contenu officiel et c'est les personnes qui collaborent, on peut leur donner accès au workspace en tant que visionnaire. S'il y a une collaboration avec une petite équipe ou le pair à pair, il y a le sharing qui est là, juste avec quelques personnes. Voilà un arbre de décision qui vous donne idée sur les façons de partager du contenu analytique. Maintenant, nous continuons avec les Power BI Embedded. On peut intégrer des rapports et des dashboards dans des applications internes avec l'API de Power BI. Cette API permettra d'intégrer ou d'embarquer les applications dans des applications internes à l'entreprise. C'est l'internal ou l'embarquement interne. Il y a aussi l'embarquement externe si on aura besoin d'intégrer dans des applications internes par des développeurs externes. On aura besoin de souscrire un abonnement dans Azure à Power BI Embedded pour avoir la possibilité d'intégrer dans des applications externes. Un résumé des capacités Power BI Embedded. Pour la productivité, il y a d'office, on peut embedder ou intégrer dans Teams, dans SharePoint, dans des sites internes à l'entreprise. Si on a besoin d'intégrer au niveau organisation, il y a l'internal embedded. Et si on a besoin d'aller à l'externe, il faudra souscrire à un abonnement Power BI Embedded, Azure Power BI Embedded. Un cas particulier, si nos données sont publiques, on n'aura pas besoin de sécurité, on n'aura qu'à publier sur le web. Toute personne qui a le lien pourra accéder au rapport sans avoir besoin ni de compte Power BI, ni de sécurité nécessaire. Un autre cas, là où il y a des entreprises qui veulent pas publier sur le Power BI, sur le web, sur le service Power BI, ils ont besoin de garder leur rapport sur des serveurs locaux. Il y a pour ça Power BI Report Server qui fournit avec quelques versions de SQL Server ou avec Power BI Premium. Le serveur local Report Server permet d'héberger des rapports à l'interne. Il permet aussi d'héberger des paginated reports. Tout ça, c'est en local. On n'aura pas besoin ici d'accéder au web ou de publier sur le web. Tout se passe sur des serveurs locaux de l'entreprise.
Le 10e cas, donc, Power BI, il fait partie de la Power Platform. Donc, si on intègre Power Apps, les applications Power Apps pourront alimenter ce qu'on appelle le Common Data Service. On alimente le Common Data Model qui est hébergé sur le Common Data Service. Cela fera une source de données pour les datasets qu'on peut publier. Et on aura besoin probablement de Power Automate pour générer des alertes personnalisées, pour maintenir des rafraîchissements entre les différentes sources. Power Automate peut automatiser plusieurs tâches. Donc, c'est le fonctionnement de l'ensemble de la Power Platform. On a parlé des data flows. En fait, les data flows, on a dit, c'est le partage ou l'unification des transformations de données, mais ça sert aussi aux data scientists pour faire leur modèle machine learning. Le résultat des data flows sont stockés dans l'Azure Data Lake. Les data scientists peuvent accéder à ces modèles-là pour faire leur modèle. Et c'est ça le partage des data flows aussi pourra servir comme source à des datasets. Finalement, toujours le cas particulier de streaming, si nous avons des capteurs dans l'entreprise, que ce soit des machines ou des capteurs de température ou d'humidité ou autres, ces capteurs peuvent passer par des infrastructures Azure et alimentent le Power BI Service. Ici, on n'aura pas besoin de Power BI Desktop. La fonctionnalité n'est pas disponible avec Desktop. C'est uniquement avec le service qu'on peut faire des dashboards pour le streaming. Voilà, j'ai fini avec les 12 cas. Je transmets la parole à André pour vous parler des différents types de licences. Merci beaucoup, Kamel. Juste avant de passer au sommaire des licences, je vais reprendre le contrôle, puis je vais aussi vous demander une petite question, encore un petit sondage éclair, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus par rapport au déploiement. En fait, la question est quel mode de déploiement considérez-vous dans votre organisation? Donc, si vous pouvez prendre encore quelques secondes, on apprécie toujours vos réponses là-dessus. Étant donné qu'on est en mode virtuel, des fois, c'est plus difficile de voir qu'en présentiel, mais c'est toujours apprécié quand vous répondez puis que vous partagez votre opinion par rapport à ces différents petits sondages. Merci beaucoup. Et puis, on a reçu quelques questions jusqu'à maintenant. Je les tiens en haut. D'autres questions qui rentrent encore. Merci. Puis, on va en prendre... En fait, avec le temps qui nous reste, on va prendre quelques questions après coup. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, je vous le dis tout de suite, on va vous répondre en différé là, par courriel à votre question. Donc, je vais sur ce fermer le sondage, partager les résultats et donc, on voit que 45% des répondants, c'est des collaborations, déploiement pour collaboration petite équipe. Et 45% collaboration en distribution entreprise. Fait que c'est quand même beaucoup. Me semble que le total ne fonctionne pas bien. Et on va regarder ça après. Fait que, merci beaucoup de vous être prêté au jeu là-dessus. C'est grandement apprécié. Donc, au niveau des licences, donc j'ai seulement des licences Power BI Pro. Là, il faut comprendre là, que en fait, il y a 3 types de licences Power BI à la base. C'est le Power BI Desktop, Power BI Pro et Power BI Premium, là, qui est la capacité, comme parlait tout à l'heure Kamel. Donc, Desktop est gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez faire le cycle complet de création de rapport au tableau de bord. Par contre, vous ne pouvez pas le partager avec d'autres collègues. Vous pouvez, si vous utilisez le service, j'entends bien. Fait que si vous accédez au service, vous avez accès qu'à votre espace de travail personnel.
Donc, si vous voulez le partager dans le service avec un autre collègue, vous devez avoir la licence Power BI Pro. Et pour le publier dans le service de Power BI, et celui qui le consomme devra aussi avoir une licence Power BI Pro. Donc, Power BI Pro, en termes de pricing, c'est toujours 9,99 US, donc à peu près un 12,80 par mois par utilisateur en dollars canadiens. Et il y a certains éléments importants, puis ça, au niveau de la fonctionnalité, qui fait une différence aussi avec Power BI Premium, mais c'est au niveau du maximum du volume des datasets, puis du nombre de rafraîchissements qui peut être fait par jour, notamment. Et typiquement, les organisations commencent toujours avec Desktop Power BI Pro. Cependant, quand vient le temps d'avoir plus de fonctionnalités ou avoir une capacité dédiée à l'organisation, donc c'est Power BI Premium qui arrive dans le portrait là, pour le service. Donc, encore ici, il y a beaucoup de SKU. Nous, Faction, on n'est pas des revendeurs de souscription. C'est vraiment à titre informatif qu'on vous dit ça. Donc, par contre, il y a différents niveaux de catégories, de capacités. Puis ça, même, je pourrais vous amener, si vous voulez voir les différences, puis ça, vous allez avoir la présentation. Il y en a quand même qui me l'ont demandé pendant le webinaire. Vous avez ici toutes les différents liens pour avoir accès à cette information-là. Et par contre, si les liens, c'est ça, ça vous donne tout l'ensemble des différences entre Power BI Pro, Power BI Premium. Puis, bon, c'est sûr, avec le prix mensuel, ben, on dit toujours que c'est autour de 4 ou quasiment 500 utilisateurs, à moins que la fonctionnalité Premium soit nécessaire dans le cadre de vos activités. Mais vous avez toutes les différences sur le site qu'on vous fournit. Évidemment, Power BI Pro aussi est disponible dans des différentes licences, comme par exemple les licences entreprises, 365 entreprises. Avec la E5, on retrouve toujours Power BI Pro de disponible sur Power BI Pro, Power BI Pro, donc qui est disponible sur des licences quand même pour grandes entreprises. Dans le domaine de l'éducation, ben, c'est plus au niveau A5 qu'on retrouve le Power BI Pro disponible. Donc ça, c'est des liens qui vous sont partagés là, dans la présentation que vous allez recevoir. Puis, il y a aussi Power BI Embedded, avec Kamel a parlé, mais Power BI Embedded, c'est vraiment à l'utilisation. Donc, c'est l'intégration de visuels Power BI dans vos applications maison ou des applications commerciales. Mais à ce moment-ci, c'est payable à l'utilisation à l'heure. Donc, ça, c'est un autre modèle aussi pour la tarification. Juste avant, je vais avancer sur cette présentation-là. Donc, juste en conclusion, évidemment, on a partagé les options, les scénarios, beaucoup de facteurs à considérer lors des choix, parce qu'il y a beaucoup de choix à faire, puis il y a beaucoup de possibilités dans le déploiement. Donc, c'est au niveau des fonctionnalités, au niveau des architectures, au niveau des licences. Donc, j'espère juste que le contenu du webinaire a été pertinent. N'hésitez jamais à nous contacter pour des questions ou pour avoir de l'accompagnement pour de l'aide. Et sur ça, je vais tout de suite passer parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de questions. Fait que là, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir passer à travers toutes les questions, mais je vais commencer avec, bon, je vois ici, OK, il y a quelques personnes qui nous ont demandé qu'est-ce que c'était un paginated report. Kamel, si tu peux peut-être embarquer sur la discussion et partager c'est quoi un paginated report. Un paginated report, c'est un type particulier de rapport là où il n'y a pas des graphiques comme les histogrammes et tout. C'est en fait une liste tabulaire, là où il y a des données tabulaires et c'est le format, il n'y a pas, c'est pas interactif et il n'y a pas les différents types de visualisation. Et ça nécessite un outil, le Report Builder, c'est pas Power BI Desktop qui permet de faire les rapports paginés.
OK, c'est bon. D'autres questions qu'on a reçues. Est-ce qu'il faut absolument une licence Power BI Pro pour partager ses rapports? Magali demande ça. Oui, ça prend absolument pour partager des rapports dans le service, ça prend la Power BI Pro pour celui qui publie puis celui qui consomme aussi, ou celle qui consomme. Je vais prendre une autre question. Comment organiser les workspaces quand il y a plusieurs utilisateurs, viewers et plusieurs rapports? Combien de rapports devrions-nous mettre au maximum? Bon, c'est par rapport aux bonnes pratiques. Peut-être Kamel, tu as une autre là-dessus. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs workspaces. Dans les workspaces, il y a les permissions ou les rôles. Il y a admin, il y a collaborateur, il y a viewer. Donc, on peut séparer les rôles. Question, combien de rapports il n'y a pas, Microsoft n'a pas annoncé ce chiffre, mais c'est sûr que quand la liste devient grande, on se perd dans la liste. C'est pour ça qu'il faut créer des tableaux de bord qui sont plus sommaires et qui contiennent l'essentiel de ces tableaux de bord. C'est une bonne pratique pour bien organiser une grande quantité de rapports. Et je répondrais aussi que pour l'organisation des espaces de travail, typiquement, ce qu'on voit, c'est organisé par département ou par petite équipe, justement pour réduire la quantité de rapports tableau de bord. Donc, c'est souvent organisé par département, là, si vous voulez. Ça fait que ça n'est qu'une façon d'organiser les espaces de travail. Une autre question qu'on a reçue, c'est au niveau des passerelles. Kamel, je vais te demander, est-ce que le personnel gateway est suffisant pour utiliser dans Power BI des données qui sont sur nos serveurs? Oui, si vous avez des données personnelles, ça suffit. Mais on recommande, de toute façon, la gateway, c'est gratuit. Vous pouvez installer la passerelle entreprise si vous avez des serveurs. Dans les bonnes pratiques, on conseille d'installer les passerelles le plus proche des données pour éviter le temps perdu avec les firewalls. Si vous avez des serveurs, il vaut mieux installer une passerelle entreprise. Sinon, sur des postes de travail, on installe la passerelle personnelle. Oui, OK, c'est bon. Je prends une autre question, 11h54. Pour un affichage d'un rapport tableau de bord, comment faire pour pour que celui-ci se mette à jour automatiquement sans intervention d'utilisateur? Comment tu peux répondre à celle-là? Il y a différents niveaux de rafraîchissement. Il y a le rafraîchissement des données qu'on peut paramétrer 8 fois par jour avec la version Pro. Avec Premium, c'est 48 fois par jour. Une fois les données rafraîchies, à l'ouverture, les rapports sont rafraîchis automatiquement. Il y a une nouvelle fonctionnalité, on parle de rafraîchissement automatique et avec les Premium, c'est toujours automatique. OK. C'est bon. Ben, sur ça, on a reçu beaucoup d'autres questions, puis bon, il est 11h55, habituellement on arrête autour de ça. Fait qu'on va répondre individuellement à chacune de vos questions. Merci beaucoup à ceux qui ont posé des questions, c'est grandement apprécié. Puis merci Kamel pour ton exposé et pour tes réponses aussi, c'est grandement apprécié. Donc, pour les questions non répondues, on vous répond là-dessus. Donc, merci beaucoup de votre participation. Je vais aussi vous envoyer un dernier petit Merci sondage. pour votre participation. Oui, puis je vais vous envoyer un petit sondage de fin. Donc, je vous invite là à compléter notre court sondage express afin de nous indiquer votre niveau de satisfaction. Votre opinion est très importante et puis je vous demanderai même si vous avez des thématiques que vous aimeriez qu'on adresse durant ces webinaires gratuits qui sont très, très populaires. Juste à nous envoyer un petit courriel là-dessus, puis on pourra le considérer. Donc, on a prévu beaucoup de webinaires dans les prochains mois. Donc, vous allez
Aussi, je vous le répète, vous allez recevoir un courriel ayant un lien qui donne accès à la copie de la présentation et aussi l'enregistrement du webinaire. Donc, ça sera disponible, l'enregistrement sera disponible à partir de demain si vous désirez le partager. Fait que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en utilisant juste les coordonnées qu'on va incluses dans le courriel qui vous sera acheminé. Un gros merci pour votre participation et surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Merci encore. Bonne journée à tous et toutes. À bientôt. Merci.